Bien, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec Lucien ce soir. Nous nous rencontrons de temps en temps dans ce monde. J'ai l'impression que nous nous connaissons depuis très très longtemps. Peut-être nos esprits ont quelque chose en commun. En tout cas, ce qu'on a en commun, c'est une pratique de travail, une approche des autres cultures, des autres personnes qui viennent d'ailleurs et qui souffrent ou qui montrent leur souffrance chez nous. Donc moi je suis ethnothérapeute à l'association Appartenance que j'ai créée avec d'autres personnes très importantes qui ont été ensemble à réfléchir au fond à un espace différent pour les migrants ici à Lausanne et qui est aussi à Genève et aussi à Yverdon et aussi à Vevey. Donc c'est une entreprise qui s'est avec une consultation psychiatrique qui s'est ouverte pour les migrants dans ces différents lieux. C'est aussi 65 personnes qui travaillent et qui accueillent des personnes migrantes et qui essayent avec elles de retracer la possibilité d'une réorganisation, on pourrait dire, identitaire autour de leur devenir. Être migrant, c'est évidemment aujourd'hui, et j'en parlerai peut-être encore à la fin, souvent une souffrance par la difficulté d'être accueilli dans nos pays qui se limite à souvent peu de choses pour les accueillir. Alors nous défendons une chose importante, c'est que nous défendons l'accès aux soins. L'accès aux soins fait partie finalement, en tout cas dans les droits de l'homme, d'une chose importante que nous défendons tous, je crois ici aussi, que toute personne qui souffre puisse accéder à des soins. Or, accéder à des soins ne veut pas dire accéder à une capacité de se comprendre. Et je crois que c'est là-dessus qu'on se retrouve en tout cas avec Georges Devreux, c'est que cette question de se comprendre, c'est-à-dire de pouvoir communiquer, a été finalement le cheval de bataille d'Appartenance dès le début, c'est-à-dire d'introduire en tout cas des espaces d'abord langagiers qui permettent de communiquer. C'est vrai que à ma grande surprise dans les années, ça a commencé dans les années 80-85, le processus, de découvrir qu'on accueille des gens qui ont des troubles psychiques et qu'on n'est toujours pas capable de communiquer avec eux, puisqu'on n'a même pas des interprètes pour communiquer avec eux. Donc la première question, c'était comment est-il possible d'accueillir des gens qui ne vont pas bien, de produire des diagnostics et de les mettre en avant sans avoir eu un seul instant de communication. Donc ça, en tout cas, c'est important. Et là-dessus aussi, je crois que le Centre Georges Devreux se questionne sur cette capacité de communiquer. Donc, nous avons introduit à Appartenance, et je crois que dans le réseau santé aujourd'hui, ce qu'on appelle des interprètes médiateurs culturels, qui sont capables, en tout cas, déjà d'échanger au niveau des énoncés. Alors, ce soir, on va travailler ensemble dans un duo, c'est-à-dire autour de questions qu'on a sur certaines situations. Mais avant que on se lance là-dedans, je pense que c'est bien que tu présentes un petit peu l'espace Georges Devreux pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe dans tout ce grand centre aussi. Bien. Bonsoir. Le centre Georges Devreux, comment présenter le centre Georges Devreux? Pour faire brève, c'est le lieu du multiple, le lieu où on apprend à penser autrement. C'est un espace de construction où on ne perd pas son âme, où on retrouve son noyau. C'est un espace de recherche surtout. Le centre Georges Devreux, c'est un centre universitaire à Paris, dont le fondateur est le professeur Toby Nathan, qui actuellement est à l'étranger. C'est pour cela que j'assure la direction de ce centre, tout au moins en tout ce qui concerne la clinique. Les choses administratives n'est pas tellement mon fort. Donc j'assure la direction en ce qui concerne la partie recherche et clinique du centre Georges Devreux. L'histoire du centre Georges Devreux vient des questionnements de Toby, qui a été élève de Georges Devreux, médecin, psychanalyste, qui a fait des travaux anthropologiques concernant les Indiens Moaves, que tout le monde doit connaître.
étant élève de Georges Devreux, qui a surtout théorisé, à un moment donné, Toby s'est interrogé sur la clinique. Comment faire? Comment rendre les choses possibles? C'est à partir de là qu'il était parti voir à l'époque Serge Lebovici, qui lui a ouvert un espace à l'hôpital à Avicenne. C'est comme ça qu'est partie l'aventure du centre Georges Devreux. Le centre Georges Devreux, c'est un centre qui s'occupe des migrants, mais qui a évolué dans ses travaux de recherche. Au-delà des migrants, nos travaux se situent aussi tout ce qui est de la minorité, des exclus, et comment travailler autour de l'appui psychosocial. On peut être dans le même univers et il y a des minorités qui soient hors d'eux. C'est comment penser pour pouvoir les inscrire et à partir de leur outil. Et c'est aussi apprendre à aller vers eux. Comment nous fonctionnons? Nous fonctionnons dans le centre. On n'a pas une pratique, disons, d'un dispensaire habituel. Comme je vous le disais, c'est un lieu de réflexion, de recherche et de confrontation. Donc je dirais qu'il ne s'agit pas là d'une énième psychothérapie, je dirais, mais il s'agit d'un lieu où on peut s'interroger, c'est un espace où on peut s'interroger autour du patient, qui est aussi un expert de sa souffrance, et se questionner. Donc souvent, nous accueillons la famille ou la personne en difficulté avec les institutions, parce que nous considérons que les patients qui viennent nous voir ont déjà un parcours et sont imprégnés de multiples théories. Et c'est comment on peut se questionner autour de ces théories tout en entendant la théorie dans le discours de celui qui vient ailleurs, d'ailleurs, aussi simpliste que ça puisse être dans leur discours. Même si ça donne lieu dans la croyance, sachez qu'il y a une théorie derrière, et derrière cette théorie, il y a une technique. Première chose. Deuxièmement, les sociétés fabriquent les patients. Et souvent, les patients qui viennent du sud, disons, ne sont pas dans une dimension de... La mentalité n'est pas dans une dimension de soins. Quand on vient des pays du sud, c'est plus dans l'ordre de la prévention. C'est comment prévenir, comment anticiper. Une des lectures qu'il faut avoir des rituels, c'est une façon de prévenir. Vous savez, avant la saison des pluies, 3 mois avant, quand on est dans les villages, bien sûr, il y a une fête, il y a des rituels. Mais il s'agit de sortir des tisanes pour commencer à prendre des tisanes, préparer le corps à supporter la piqûre des moustiques qui peut diminuer l'effet du paludisme, par exemple. Ce qui fait que c'est comment prévenir. Tout est dans l'ordre de la prévention. Quand on arrive à décoder, on donne du sens à ces choses-là. Donc, c'est un espace où, quand il s'agit de faire une indication et d'apporter des éléments de réflexion à partir d'un travail de recherche qu'on ferait avec les membres des institutions accompagnantes, la famille, essayer de penser ensemble, essayer de faire la clinique de façon différente pour qu'après, les patients ou les familles ou la personne qui pose question puissent s'inscrire dans la théorie du monde d'accueil. Car souvent, quand on ne sait pas faire, il y a des malentendus. Et je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Nous sommes dans un monde où, en Occident, le terme individu a toute sa force. Je, la
notion du sujet a toute sa force. Mais dans ces mondes, c'est le nous qui prime. Et quand on est dans le jeu, c'est comme... Je commence à te provoquer. C'est comme si l'autre possible, à part l'individu, c'est Dieu, le monothéisme. L'autre possible, c'est Dieu. Et ça peut figer les choses. Mais tu sais, il y a dans certains mondes, je ne veux pas te prendre la tête comme le diraient les ados, il y a dans certains mondes où il y a des autres possibles. Des autres possibles qui sont de façon invisible. Ils peuvent être dans les profondeurs comme ils peuvent être dans l'environnement. Ce n'est pas toujours du manifeste. D'accord? Ces autres possibles, comment négocier avec eux? Comment tenir compte d'eux? Nous dirons la sorcellerie. Voilà. Comment on fait avec les autres possibles? Et tu veux que je te raconte une histoire? Tu vas troubler mon esprit, je crois. Tu sais, ils sont impertinents ces gens-là qui viennent du Sud. Tu sais qu'ils ne s'occupent pas de leur Dieu fondateur. Tu sais que ce Dieu-là, en étant dans la totalité, il a compris que la complétude et la totalité apportent la tristesse. D'accord? Et à partir de là, tu sais ce qu'il a essayé de faire? Aussi intelligent qu'il soit. La première fois, il a voulu se diviser en deux. Tu te rappelles? Oui. Pensant résoudre son problème. D'accord? Il a eu la gauche et la droite. Ensuite, il s'est dit, je vais mettre des êtres à gauche et des êtres à droite. Là, il était dans la manufacture. Puis très vite, il a compris son problème. Ah, ceux de gauche veulent aller à droite, ceux de droite veulent aller à gauche. On voit ça encore dans la politique aujourd'hui. Ah ben tiens donc. Tiens donc. Quand ils ont le pouvoir, ils oublient la force. Et les choses se dévitalisent. Ils ne savent pas que c'est la force qui les a mis au pouvoir. Donc, tu peux leur apprendre que c'est la force qui compte. Comment être dans la force pour ne pas se dévitaliser. D'accord. Ok. Inversement. Et il a compris. Moi, tout seul, je sais ce que c'est que la mélancolie, je sais ce que c'est que la tristesse. Je dégage les lieux. Je crée des personnages intermédiaires. Pour faire face à la solitude. Pour faire face à la solitude. Donc, ces personnages intermédiaires vont créer des multiples. Donc, nous nous adressons aux multiples. Tu comprends? Et j'en terminerai, et puis je te laisse. Moi, je viens d'un pays, avant que nos frères du Nord ne viennent nous rendre visite au Sud, nous, on utilisait la calebasse. D'accord? Non. Le thérapeute travaillait dans la calebasse. Et puis les gens du Nord ont apporté la bouteille. Ah, la bouteille. Voilà un contenant transparent. Imaginez tout ce qu'on peut faire avec l'inventivité, la créativité et transformer les choses. D'accord? Et redéfinir l'ordre du monde pour qu'il y ait un travail d'aménagement et de réaménagement. Là, les thérapeutes ont compris très rapidement qu'il faut intégrer la calebasse dans leur rituel pour que ça ait un sens.
On continuera, je te laisse. Qu'est-ce qu'on trouve dans la calebasse? Souvent, c'est une eau qui bouge et qui sert à prédire peut-être les choses qui se passent. Dans certains endroits, on peut lire ce qui se passe dans l'eau pour définir ce qui va se passer dans le futur de la personne. Les sociétés ont toujours eu besoin de prédiction. Hein. La prévention, finalement, est une forme de prédiction de ce qui va se passer. Et c'est vrai que la prédiction, c'est quelque chose d'assez complexe qui intervient souvent dans le monde des autres cultures. On prédit des choses. On prévoit que des choses vont se passer. Et c'est comme ça que j'ai envie de vous amener ce premier dialogue que j'avais envie d'apporter avec Lucien. C'est que moi, je suis ici à Lausanne et je suis invité à travailler dans une clinique qui est complexe parce qu'elle est sur le territoire de la ville et en même temps à appartenance. Alors, à appartenance parce qu'on connaît, nous cherchons ces questions qui viennent d'ailleurs, sur ces étiologies traditionnelles. Donc, les étiologies traditionnelles, c'est comment la maladie est pensée, construite, vue et réfléchie dans d'autres mondes, dans le même monde mais dans d'autres mondes. Et puis, évidemment, elle fait appel, comme tu as très bien dit, à des autres mondes qui parfois échappent complètement à la pensée occidentale. Donc ces mondes intermédiaires, on va peut-être en discuter tout à l'heure encore, il est apparu dans une histoire que je vais vous raconter et sur laquelle je vais demander à Lucien de réfléchir avec moi. Je reçois un téléphone à appartenance du service de la protection de la jeunesse, m'annonçant qu'une histoire grave venait de se passer dans un centre de recueillement d'asile, dans laquelle était impliquée une fratrie qui venait de traverser une folie collective, c'est comme ça qu'il me le dit, et me dit: est-ce que vous pouvez venir nous aider à réfléchir autour de ce qui s'est passé? La fratrie, originaire du Zaïre, ce sera la première chose que j'apprendrai, disent qu'ils avaient été ensorcelés et possédés pendant cette nuit. En effet, 2 garçons étaient hospitalisés en milieu psychiatrique au moment du téléphone. Une des filles présentes était transférée dans un foyer. L'autre était retourné chez son père. L'aîné de la fratrie était en garde à vue. La police était intervenue et ils avaient pris le grand de la famille et ils l'avaient amené chez eux. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que cette nuit, il s'est passé quelque chose de très bizarre. Ils ont fait un rituel, on a des traces de ce rituel et on a retrouvé des enfants qui étaient débordés par ce qui s'était passé. Alors, le lendemain, je reçois 2 autres téléphones de 2 autres instances, qui est à la fois le foyer et puis l'hôpital psychiatrique, qui essaye aussi de démêler cette histoire de possession collective. Alors, j'ai envie de te questionner sur ces mots, en fait, de sorcellerie, de possession, d'effet collectif. Et puis, au fond, qu'est-ce que ça peut nous aider à réfléchir ensemble sur ces mots qui, finalement, ont aussi des mots qui désignent des choses, des objets ou des choses chez nous. Non. Je prendrai le terme sorcellerie et possession. Si tu penses qu'il y a des autres possibles, et que ces autres se situent hors sillon, hors groupe, hors société, et ce sont des autres indéterminés qui sont possibles de nous animer ou de
vous agiter. Donc, lorsqu'on dit possession ou sorcellerie, ça fait appel à des autres possibles qui puissent agiter l'intérieur de lui-même. Malheureusement, dans notre culture, quand on parle de sorcellerie et de possession, l'Église les a confinés dans un monde du diable et du mal, ce qui rend effectivement difficile d'entendre ce que tu viens de dire. Oui, oui, mais l'Église aussi a une pratique, l'exorcisme. L'Église a des pratiques qu'elle ne cache pas, puisqu'au fond, je viens d'apprendre que le Vatican vient d'ouvrir un cours sur l'exorcisme, parce que c'est un cours très compliqué, il faut que les gens soient attitrés comme exorcistes de l'Église catholique, et qu'ils étaient tout pleins, et qu'ils n'arrivaient pas à recevoir tout le monde. C'est une drôle d'histoire, ça. D'accord. Et ce sont des gens qui ont certainement une théorie et une technique. Première chose. Nous sommes dans un monde où la médecine savante leur accorde une place, même si elle peut être vigilante, les interrogeant. Il faut se demander qui vont voir ces prêtres exorcistes ou qui va voir le sorcier en dernier recours. Alors ça pose question, effectivement, ça me rappelle quand tu parles que dans nos textes à nous, je me souviens très bien quand j'étais petit, que je voyais des petits cochons qui se sont précipités en d'une falaise. Or, c'est une chose qui m'avait surpris, c'est que Jésus avait sorti des esprits des gens qui étaient animés par un état étrange et les avait mis dans des cochons. Et ces cochons s'étaient précipités en bas d'une falaise. Et c'est vrai que j'ai été surpris parce qu'au fond, c'est peut-être une chose qu'on a appris, mais en fait on ne nous a pas dit qu'est-ce que c'était que cet art de faire sortir les mauvais esprits, parce qu'on les appelle comme ça, et les transmettre ailleurs. Donc c'est comme si l'Église à la fois avait une trace de ce monde des intermédiaires, et qu'au fond, comme elle a aussi été celle qui a construit la médecine, puisqu'elle a été celle qui a inventé la scolastique, où elle a fait venir finalement la médecine du monde arabe, et l'a construit comme un de ses pouvoirs d'éducation, en fait c'est comme si très rapidement, j'ai l'impression qu'on a perdu la trace de ce travail qui était proposé au départ, et que ça a été relégué à la médecine traditionnelle, c'est-à-dire à des gens particuliers, et qu'elle a gardé dans un fond de tiroir cette histoire qu'elle va ressortir à l'Inquisition. Et alors on est mal parti parce que finalement on a brûlé beaucoup de gens, et peut-être on a brûlé nos savoirs en même temps. On ne sait plus faire ces choses-là peut-être ici en Occident. Et ce qui est important à dire dans ces mondes, au moins en Afrique centrale et en Afrique occidentale, lorsqu'on parle de sorcellerie ou lorsqu'on parle de ces autres possibles, il ne s'agit pas de manifestations qu'il faut penser de façon, tout au moins dans la transcendance. C'est des choses qui sont dans l'immanence. Et au plus, après, le noyau, c'est le corps. C'est des problèmes qui se posent autour du corps, à l'intérieur du corps, dans la profondeur du corps. Donc penser la sorcellerie à partir des faits religieux, dans une sorte de transcendance, non. C'est une façon de parler. Qu'est-ce qui agite ce corps? Qu'est-ce qui agite l'intérieur de ce corps pour que l'entourage, la famille immédiate, puisse être aussi en souffrance? Alors dans le cas qu'on vient de décrire, les médecins, quand ils m'appellent, ils disent en tout cas, une chose qui nous a frappé, c'est quand on a récupéré ces garçons qui étaient dans un état de confus, et évidemment qu'ils vont mettre dans l'étiquette de psychose, de forme de décompensation psychotique, ils vont dire une chose particulière, c'est qu'ils disaient ils voulaient avaler leurs mains. Ils avaient leurs mains à l'intérieur d'eux-mêmes, ils voulaient essayer d'avaler leurs mains. Alors tu vois que le corps s'agite et pose des problèmes et des énigmes finalement. Tout de suite, on se pose la question pourquoi ce désir de s'auto-avaler
dans une situation pareille. En plus, ce qui les a frappés, c'est que c'était deux frères et que les deux avaient cette décompensation, c'est-à-dire qu'ils étaient très agités quand ils sont arrivés à l'hôpital. Alors que l'autre sœur, finalement, celle qui a été mise dans un foyer, on découvrira assez rapidement qu'elle a été violée par son frère aîné et qu'on a évidemment immédiatement agi pour la mettre dans un foyer. Chose qu'on découvrira plus tard qu'en fait ce viol n'avait rien à voir avec le rituel, il précédait le rituel, mais ça c'est plus tard. Mais ça a donné tout de suite une intensité, si tu veux, à la question qui était apportée, c'est qu'au fond, les gens voulaient agir tout de suite, puisqu'il y avait un violeur, il y avait une intention, en tout cas dans ce rituel d'autodestruction, et c'est vrai que la grande difficulté pour moi, en tant que travail, c'était de freiner les comportements compulsifs d'autorité qui auraient été de tout de suite mettre de l'ordre. Hein. Donc, on a décidé que pour porter plainte, comme il s'agissait d'une fratrie, il fallait un peu questionner la situation de ce que tu as appelé finalement les gens de la proximité. En fait, ces enfants étaient là, dans un foyer, mais ils avaient un père. Ce père était réapparu après ce moment incroyable qui s'est passé. Ce père est réapparu et en fait, ce que j'ai proposé à l'équipe à ce moment-là, à tout le monde, c'est de dire, est-ce qu'on peut écouter le père, son histoire, et pourquoi il n'était pas présent dans cette situation. Alors l'histoire du père est complexe, parce qu'effectivement, c'est un homme qui est venu demander l'asile politique quelques années avant en Suisse, qui a eu énormément de difficultés à se reconstruire une identité ici, parce qu'il avait une identité intellectuelle, avec un certain nombre de pouvoirs dans son pays, et ici, il a été accueilli comme toujours avec les requins d'asile, mais avec beaucoup de difficultés d'avoir un job. Il a finalement acheté un petit kiosque à journaux qui lui permettait de survivre. Dans le temps qui a passé, il s'est mis avec une nouvelle épouse et il a fait 2 enfants avec cette femme. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette fratrie? Alors cette fratrie est issue d'un autre mariage, de son premier mariage, qu'il a eu au Zaïre, et qui a provoqué une absence de père pendant un certain nombre d'années, puisqu'il était ici en Suisse. Ses enfants ont grandi là-bas. Malheureusement, leur maman est morte du sida. Et c'est au moment de la mort de la mère que l'oncle maternel décide de reprendre contact avec le père et décide d'un voyage de cette fratrie. Donc, ce voyage de cette fratrie, c'était de transporter ses frères et sœurs vers l'Europe pour rejoindre le papa. Or, les difficultés, comme vous savez, dans ces situations-là, à part les bateaux qu'on voit régulièrement dans la télévision, c'est que souvent on est obligé de voyager avec des identités fausses, trouver des passeurs, etc., puisque les systèmes ne permettent pas de réunir les familles aussi simplement qu'on le pense. Vu que ce monsieur était remarié ici, il n'a pas pensé possible, et on verra par la suite, que le regroupement familial était impossible. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette famille a organisé un mariage de cette fratrie vers l'Allemagne. Toute cette fratrie est arrivée en Allemagne, elle a vécu à peu près une année et demie en Allemagne. On découvrira par la suite que les enfants parlent bien l'allemand, accueillis dans des familles, avec toujours ce désir de retrouver leur père. Alors ils vont se mettre en contact avec le père, organiser ce voyage de retour, et quand ils arrivent ici en Suisse, le père est démuni devant cette fratrie qui est là, des grands enfants, il les a laissés petits, ils sont tous des adolescents. Et il découvrira avec une petite stupeur aussi, c'est qu'un des enfants qui est là, peut-être qu'il le savait avant, c'est que c'est un enfant qui était issu d'un deuxième bureau. C'est-à-dire qu'il avait fait un enfant avec une personne qui travaillait avec lui, et cet enfant était au moment du départ dans la fratrie, et la fratrie l'a pris avec lui. Donc ce père se retrouve, et ce sera le fils aîné, se retrouve avec ses enfants ici, et tout le monde est un peu coincé. Donc le service
d'accueil des requérants d'asile va dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Les enfants sont au-dessus de 18 ans maintenant, pour certains, donc on ne peut pas faire le regroupement familial. Donc ils se décident de les accueillir comme requérants d'asile, comme mineurs non accompagnés, et les mettre dans un centre de requérants d'asile. Donc ces enfants, à la fois, sont venus très proches de leur père, et en fait, il n'y a pas eu de véritable accueil dans cette famille. Donc les enfants ont grandi pendant quelques temps dans un centre d'accueil, tout seuls, cette fratrie de jeunes adolescents, avec 2 filles et puis 4 garçons. Voilà l'histoire de base, sur quoi se construit cette horrible décompensation. Mais, bien sûr que les enfants passaient de temps en temps chez leur père leur signifiait qu'ils étaient trop, à travers finalement une belle-mère qui n'était pas très contente d'avoir reçu tout d'un coup 4 grands-enfants. Donc elle a mis des ponts et des points pour que les enfants ne viennent plus. Et lui n'était pas bien dans cette histoire, mais il n'avait pas trouvé de solution. Je pense que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est comment, juste pour pouvoir, peut-être tu peux peut-être nous parler un petit peu de ces constructions d'affiliation complexes, parce qu'au fond là, on se retrouve avec un enfant d'une autre femme, des enfants qui sont ici, des enfants de là-bas, et ça, c'est des choses que nous retrouvons dans notre travail et qui, évidemment, posent des vrais problèmes pour les petites familles nucléaires que nous avons l'habitude de vivre. C'est complexe cette histoire de migration. Comme toute migration, effectivement, il faut toujours s'attendre quelque part à ce qu'on peut appeler la rupture de l'enveloppe culturelle. Et quand il y a rupture de l'enveloppe culturelle, qu'est-ce qui peut s'infiltrer dans cette rupture? Bien, en écoutant cette histoire, nous voilà devant ce qu'on pourrait appeler singulièrement la situation de familier étranger. D'accord? Un père qui part d'une son est dans une sorte de familiarité. D'accord? Mais un père qui est complètement étranger à ses enfants. Si tu prends les enfants de la fratrie qui sont restés au pays, qui sont arrivés, il y a quelque chose de familier. Mais ce sont des étrangers. Nous sommes dans un monde, dans un univers d'inquiétante étrangeté, de l'angoisse. D'abord, autre élément, lorsqu'on parle de sorcellerie, ce qui est désigné là, au niveau de l'éthiologie, c'est le père qui est désigné là comme sorcier. C'est-à-dire une façon de dire quel monstre tu es d'avoir construit un monde dans cet état. C'est une première chose, ce n'est pas une accusation, c'est une interrogation. Quelle est la complexité de cette situation-là? D'accord? Mais en même temps, c'est une façon de dire, ça montre que le père arrivé en Suisse était complètement rentré dans l'anonymat. D'accord? Qu'il s'est enfoui dans une sorte de survivance et en même temps, c'est paradoxal, dans une sorte de non-existence. Et l'histoire l'a rattrapé par les enfants et tout d'un coup, il est dans la monstration. On est venu le chercher, les enfants passent, l'ont exposé. Donc, au lieu que ce soit les enfants qui soient seulement exposés, lui-même, il devient du coup exposé. Alors, tu as tout à fait senti ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai questionné ce papa, au fond, qu'est-ce qu'il pensait de cette histoire de ces enfants qui avaient, parce qu'ils ont été là pendant un certain temps, ils n'avaient pas décompensé, ils n'avaient rien fait, ils continuaient à vivre comme des ados, et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passait? Pourquoi ça? Alors, ce qu'il y a dans l'histoire, c'est qu'en fait, depuis un certain temps, une des filles manifestait un état qui n'était pas très bien, elle n'était pas très bien,
Et en fait, le père s'interrogeait sur cet état de cette fille. Alors, son interrogation est allée d'abord, mais au fond, pourquoi cette fille ne va pas bien? Et sa nouvelle femme soupçonnait cette fille d'être un enfant sorcier. Alors, face à cet énoncé de l'enfant sorcier, le papa est allé voir qui pourrait lui répondre de cette question, qui est cet enfant sorcier, cette jeune fille qui avait à ce moment-là 14 ans. Donc le papa va dans un lieu qui est son lieu de communauté, c'est-à-dire à l'église où il va, dans une église évangélique, et il va parler de cette histoire de cette fille et de l'énoncé qui est venu dans la famille par l'intermédiaire de son nouvelle épouse. Le jeune prêtre de cette communauté va dire il faut qu'on en ait des preuves, hein, il faut qu'on fasse un travail autour de cet enfant pour voir si elle est véritablement l'enfant sorcier, et si c'est le cas, on va produire une cure qui sera une forme d'exorcisme. Alors, dans la maison, même si les enfants ne sont pas très souvent là, commence à circuler l'idée que cette fille désignée est l'enfant sorcier. Et c'est vrai que j'ai envie de te questionner, quand on dit un enfant sorcier, pour nous, ça pose des vraies questions. C'est-à-dire des vraies questions à tout un tas de niveaux, mais là, j'aimerais qu'on reprenne un petit peu de cet énoncé simple qui est l'enfant sorcier, qu'est-ce que ça résonne en toi, puis on pourra peut-être alimenter de nos lectures, de ce qu'on a vu, entendu, etc. Écoute, dans ces univers, je vais peut-être te choquer, nous sommes dans un monde où on pense que les enfants naissent égaux, ici. Mais voilà des mondes où on pense que tous les enfants ne sont pas égaux à leur naissance. D'accord? Et les enfants qui naissent, il faut les observer. Les observer, on observe tous ces éléments depuis la grossesse. Les rêves, les cauchemars, tout ça, on en tient compte. C'est comme si à chaque déclaration de grossesse, on met un psychothérapeute à la disposition de la famille qui est là, qui recueille tous les éléments, les faits et gestes pour observer l'évolution de la famille, hein, et qui recueille des éléments qui vont servir à la nomination de l'enfant. C'est-à-dire que si je t'entends bien, c'est-à-dire tous ces éléments un peu particuliers qui naissent d'un enfant qui est différent, par exemple, de ses autres frères et sœurs, ou des choses qui déterminent une visibilité que le groupe peut reconnaître. Que le groupe reconnaît. Et je vais encore te surprendre, tu sais, ils sont bizarres ces gens-là. Parce qu'ils considèrent que tout être humain comporte en lui les ancêtres, la mort, des esprits, le sacré, tout ça. C'est pourquoi on n'est pas dans la transcendance, puisqu'on a tout en nous. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, chaque enfant est un univers et qu'au fond, on en voit une facette. Bien sûr, c'est là où on est dans le complexe. Donc ils ont finalement c'est une idée qui est peut-être plus savante que celle que nous avons, nous, de la biologie, puisqu'au fond, ils considèrent que la mémoire du corps est la mémoire de l'univers. Mais c'est extraordinaire, cette histoire. Bien sûr. Alors nous, on n'a plus accès à cette mémoire. Comment ça se fait? Bien. Tu sais, le rationalisme a quelque chose d'assez important, il faut tenir compte. Mais quand on avance dans la technologie, c'est tout le travail qui concerne la relativité. Comment peut-on relativiser les choses? Comment peut-on avoir un doute constructif? Comment peut-on dire le vrai, le faux, le juste? C'est au-delà d'eux. Donc en ayant tout l'univers, ça voudrait dire qu'on comporte en soi la dualité qui n'est plus une dualité puisqu'on a la représentation des deux. Des deux. Ah bon. Donc si j'ai bien compris, si je reviens à ton idée du départ,
au fond, on retrouve cette altérité qui était proposée tout au début, avec son autre soi, son autre personne, qui est en fait la globalité des deux. Les deux, et tu verrais dans les masques africains, c'est toujours une sorte de dualité dans les masques africains. D'accord? Et que il faut pouvoir dénouer. Il faut pouvoir enlever le masque pour aller trouver le noyau intérieur. D'accord. Mais dans cette situation, on est là, on a un enfant qui est désigné par la famille, on lui donne cette idée qu'elle a un plus ou un moins que les autres, puisqu'au fond, elle a quelque chose qui peut mettre en contact les ancêtres, puisqu'au fond, si j'ai bien compris, cet enfant, elle portait en elle une arme qui était quelque chose qui appartiendrait à ses ancêtres, qui venaient en tout cas à faire quelque chose dans la famille de se recomposer de ce papa. Donc c'est ce qui a été dit dans la famille, c'est qu'au fond elle portait une arme qui était transmise par la grand-mère paternelle qui attaquait finalement sa nouvelle belle-fille qui avait volé ce papa à ses enfants. C'est comme ça que ça a été dit. Donc la mise à découvert et la complexité dans ces systèmes, c'est au fond de pouvoir dire qu'est-ce que les gens disent de cet univers de la sorcellerie et qu'est-ce que les gens font avec pourquoi l'enfant est devenu sorcier. Alors, ça me paraît intéressant, mais en même temps, pourquoi un enfant est sorcier et pourquoi pas la grand-mère? C'est tout le problème. Tu sais, avec ta question aussi, très intelligente question, je vais essayer de te donner une réponse comme les vieux donnent chez nous. Tu veux l'entendre? Je vais essayer de l'entendre. Regarde ma main. Tu as vu les 5 doigts de ma main? Ma main est main parce qu'il y a les doigts. D'accord? Il y a 4 qui ont l'air de se ressembler, mais ils sont différents. D'accord? Et ils sont l'un côte à côte. T'as un bâtard rabougri de toutes les formes qui a la possibilité de se mettre en face d'eux. Donc c'est ce face-à-face qui est donné dans cet énoncé de l'enfant sorcier, différent, mettons, qui interroge le reflet, qui est le reflet du groupe et qui permet de penser des choses différentes. Au moment où les choses ne vont pas bien dans la famille. Car le même, c'est la tristesse. Voilà un des enseignements. C'est vrai que cet enfant va être désigné par le papa comme enfant sorcier. C'est pas anodin parce qu'aujourd'hui, au fond, quand on dit enfant sorcier, pour nous ça paraît un objet sorti des livres du XVIe siècle. En Afrique, surtout aujourd'hui au Zaïre, il y a une véritable question sur les enfants sorciers. Les enfants des rues sont désignés comme des enfants sorciers. Les enfants des rues hantent la ville de Kinshasa et provoquent des conflits, des questions entre les parents qui ont désigné leur enfant sorcier et les églises qui essaient de les prendre en charge et qui refusent de les prendre en charge parce que les enfants sorciers sont trop forts. Aujourd'hui, ils sont dans les rues et tout ce qu'ils font dans les rues vont provoquer la communauté et se questionner sur ces enfants sorciers. Alors, c'est des questions qui ressemblent un peu à nos questions de nos enfants des banlieues, des enfants des grandes cités, des enfants d'Yverdon, puisque je viens d'Yverdon. C'est une question qui apparaît et qui est plus grave qu'on imagine. Ce n'est pas simplement dans cette histoire que ça apparaît, mais c'est une histoire de société. Alors, pourquoi des enfants dans cette société alors qu'on ne les avait pas avant? Et là, on est dans la modernité. Tu sais, j'ai envie de dire que ces enfants
On les appelle sorciers parce que c'est les enfants de ce que j'appellerais les enfants de l'État-nation. Or, si tu dis État-nation à un vieux de la brousse, il va te demander quel animal c'est celui-là, de quel animal tu parles. D'accord? C'est là où la question qui se pose pour ces enfants là-bas se pose aussi pour les enfants migrants ici. D'accord? Que l'on veuille ou pas, ces enfants sont accueillis dans des villes soi-disant modernes en Afrique. D'accord? Ou ce sont des enfants qu'on retrouve ici aussi, des enfants de migrants ou des enfants isolés. Mais à un moment donné, les structures traditionnelles subissent une certaine modification telle que les éléments traditionnels n'y retombent pas. Alors ça a été une grande question parce qu'au fond, l'Afrique a toujours été connue comme un pays où la sorcellerie, ou j'appellerais ça maintenant les traditothérapies, pour un mot très OMS, était l'apanage des anciens, des gens qui avaient vécu, des gens qui avaient la capacité de produire des savoir-faire. Or, quand on désigne un enfant sorcier, en fait, on le désigne au début de la vie. Donc ça nous questionne, ces choses-là. Ben ce sont des enfants qui viennent interroger les humains. Ça veut dire que le monde est en désordre. Et c'est dès leur naissance qu'ils posent une question. Et que ce sont des enfants qui comportent un message qu'il faut décoder, qu'il faut traduire et donner du sens au monde dans lequel ils sont. C'est pourquoi ce sont des enfants porteurs de messages. Donc on a, si je t'entends bien, alors je vais revenir à des choses très savantes, mais en fait, dont on énonçait, il y a quelque chose de structuralisme. C'est-à-dire au fond, les deux forces opposées, c'est-à-dire les anciens comme les jeunes, sont la même chose. Mais qu'est-ce qu'on construit avec ça? Donc la contrainte aux humains, aux adultes, c'est de dénouer, désarticuler, redéfinir ou être dans une démarche constructive. Alors, c'est ce qui s'est passé dans... Quand on s'enferme dans la structure, les choses deviennent figées et on est dans une forme d'opposition. Alors, quand on désigne un enfant sorcier, c'est clair que ça a provoqué dans cette famille, tous les enfants ont paniqué, et face à ça, l'aîné a dit « mais moi je sais faire des choses, hein. Je sais comment faire tout ça pour faire apparaître qui est le sorcier du groupe ». Alors c'est lui qui a inventé ce rituel, qui est une invention qu'il a construit, pour essayer de faire voir qui était la personne qui était prise par cette fonction que tu désignes. Parce que dans la fonction sorcellaire, il y a deux fonctions. Il y a une fonction positive, qui est celui qui va aider les personnes à sortir de leurs difficultés, et il y a une fonction négative, qui est finalement comme le symptôme qui apparaît à travers la personne qui est désignée. Et souvent, elle a cette force d'attaquer, justement, par l'intermédiaire de gens qui ont utilisé des gens capables de faire ces choses-là. Alors c'est dans ce sens-là que le frère aîné va mettre en place un rituel, cette fameuse nuit très folle qui s'est passée, c'est ce rituel qui s'est passé, parce que le papa avait déjà énoncé qu'il allait utiliser les évangélistes qui étaient là pour faire l'exorcisme de cette fille. Et c'est une semaine avant qu'il y a eu ce rituel, que cette jeune fille a eu un viol par son frère aîné, qui est son demi-frère, et puis la jeune fille va se retrouver évidemment au centre du rituel la semaine suivante dans ce qui s'est passé. Donc un enfant qui devient le bouc émissaire, hein, qui nous met dans une situation de crise et qui provoque évidemment pour les professionnels des grandes complications si on n'est pas capable de déchiffrer tout ce qu'on a essayé de mettre en avant maintenant avec vous.
ce qui reste encore en difficulté, c'est vrai que face à cette modernité, à ces changements, alors je vous rappelle que l'histoire des enfants sorciers, c'est quelque chose qui existe. Il existe un site, si vous cherchez sur Google enfants sorciers, vous allez voir qu'il y a un site de discussion entre des pasteurs, des gens qui s'interrogent sur les enfants sorciers, qui est véritablement une désignation de l'adolescent, des enfants des rues, et qui provoque évidemment des questions finalement de santé publique très importantes. Dans mon travail avec l'ensemble du groupe qui est venu me consulter, ça a été d'essayer de construire avec le papa qu'est-ce qui s'était passé et comment ça s'était passé et quelle place il allait prendre dans cette reconstruction, puisqu'au fond, si on réfléchit bien, ce que les enfants ont essayé de faire, c'était de se réaffilier. En fait, ils ont poussé la situation à l'extrême pour que le père prenne des vraies positions par rapport à ses enfants. Et ce qui s'est passé, et c'est vrai, c'est qu'il a accueilli ses enfants. La jeune fille est restée dans un foyer pendant un certain temps. L'aîné a disparu, puisque finalement, le père a posé une plainte contre, puisque la fille était mineure, donc c'était au papa de poser la plainte, contre son fils né d'une autre femme. Et le garçon a disparu avant d'être, ce qui, à mon avis, a emmené avec lui, en tout cas, une partie de la problématique. Et il a disparu et les enfants ont été accueillis chez le père. Il y a une chose toute particulière, c'est qu'il y avait un des enfants qui n'a pas été touché du tout par tout ce qui s'est passé, qui a vécu tout ça, un des garçons. Et c'était une grande question qu'on s'est posée avec le papa, pourquoi lui? Et on va découvrir qu'il a eu un traumatisme crânien une année avant. Ici en Suisse, il y a eu un accident, un traumatisme crânien qui a laissé un certain nombre de traces, pas énormément, mais des traces. Et apparemment, il n'a pas été du tout sensible à tout ce qui se jouait dans ce jeu de famille, comme s'il avait déjà été acculturé depuis un certain nombre d'années, puisqu'il avait traversé tous les soins ici, il avait été accueilli dans des services de soins, etc. Maintenant, ça s'est passé en très peu de séances. Ensuite, j'ai renvoyé à chacun les enfants étaient sortis de l'hôpital très vite, parce qu'au fond, il y avait bien des compensations, mais il y avait aussi réorganisation très rapide, donc les médecins n'avaient pas intérêt à garder ces enfants. Moi, j'avais pas du tout envie de faire des thérapies avec ces enfants. Ce qui m'importait, c'était que la réaffiliation puisse être faite, puisque finalement, c'est un de des choses importantes pour notre travail, c'est arriver à ces construction de réaffiliation qui veut dire, une réaffiliation veut dire une activité constructive qui naît entre le père et les enfants dans un futur qui se développe, on ne va pas savoir. Il y a ce qu'il faut retenir de fondamental dans ce que tu dis, si on pense à cet univers, il y a ce qu'on pourrait appeler l'assemblage originel, l'assemblage transitoire et l'altérité. Voilà le trois. Les rituels envoient l'assemblage originel qui sont dans l'ordre de l'impossible. D'accord? Retourner à l'origine, retrouver les choses de l'origine, s'installer là-dedans, c'est la décompensation. D'accord? Et c'est ça que le fils qui dit je sais comment on fait les rituels, voulant retourner à l'origine, dans le monde d'ici, le cadre n'y étant pas, les codes de fonctionnement n'y étant pas, pas d'aîné non plus. D'accord? Là, la décompensation est assurée. L'assemblage originel, la reproduction de l'assemblage originel est impossible. Mais par contre, les assemblages transitoires qu'on retrouve dans les initiations, quels sont les fondements d'une initiation? C'est migration et métamorphose. Tu passes d'un état à un autre, tout en gardant ton noyau. C'est une chose difficile. Hein. C'est très difficile. Et elle nous questionne tous les jours, cette chose-là. D'accord. Et le reste, c'est l'altérité. Quels sont ces autres mois? Maintenant, ce cas m'intéresse parce que ça pose aussi toute la question
de la position du migrant, la fragilité du migrant, le migrant qui vacille, surtout quand les enfants arrivent à cet âge qu'on appelle ici l'adolescence, qui vient interroger, qui demande un travail de redéfinition, d'accord, de l'acte de naissance, mais même du père. Et que ce travail de définition, c'est quelque chose de très redoutable. En même temps, ça pose la question au premier des migrants. Est-il fondateur? Est-il de passage? Oui, pour se construire, il faut avoir des possibilités de mettre des bases certaines, solides. Or, ce qu'on voit dans cette histoire, c'est qu'il n'est pas sûr que les bases étaient là pour que les personnes puissent se construire. Tu as parlé d'altérité. Je pense que l'altérité, elle nous concerne tous. Travailler avec des migrants, c'est pratiquer cette altérité. Pour pratiquer cette altérité, il faut qu'il y ait un véritable désir d'accueil. Il faut qu'il y ait une parité entre la famille qui vient me voir et la capacité que j'ai de l'accueillir ici dans cette co-construction que nous allons faire ensemble. Or, si le terrain est miné comme il l'est aujourd'hui, ça nous paraît presque impossible de faire ce travail. Et je veux dire que l'esprit qui m'anime aujourd'hui, même si cette histoire est une histoire ancienne, je vais dire que l'esprit qui m'anime aujourd'hui, puisqu'on parle d'esprit, c'est véritablement un sentiment d'injustice et un sentiment d'incapacité, d'impuissance face à ce que nos autorités ont fait ou font par rapport à des gens qui sont venus ici demander l'asile politique. Je vous rappelle que 500 personnes doivent quitter la Suisse ces prochains jours, et c'est vrai que moi j'ai des patients tous les jours qui sont là en train de demander de l'aide parce que, venant de Srebrenica, des gens qui ont traversé les horreurs de la guerre, qui ont subi des contraintes extrêmement violentes, se trouvent aujourd'hui à devoir retourner dans leur pays, avec cette obligation de retourner finalement dans la douleur et la souffrance qu'ils ont vécu dans leur chair. Alors, ils se trouvent possédés par ce syndrome qu'on appelle le syndrome stress post-traumatique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui réapparaît comme une violence et qui réorganise finalement l'incapacité d'être, l'ambivalence, les difficultés de compréhension. Et aujourd'hui encore, c'est pour ça que j'en parle avec animation, aujourd'hui encore j'ai vu quelqu'un ce matin qui venait de visiter le service de renvoi puisqu'il a reçu une lettre et il doit suivre ce processus. Le processus, je lui disais, il faut aller voir la personne qui s'occupe de l'aide au retour, donc il va voir cette personne et qu'est-ce que la personne de l'aide au retour lui dit? Le gouvernement suisse a décidé de vous aider à partir. Signer une charte, une décharge qui dit que vous aurez deux accompagnants, qui sera et de l'Église et du monde de l'asile ou du monde des professionnels, qui va vous accompagner dans la construction de votre projet. Alors, on ne lui demande pas son projet, on lui dit, voilà, le projet que nous entendons pour vous, c'est de vous aider à reconstruire votre maison là-bas. Alors, ce monsieur dit, mais moi, j'habite à la frontière, en haut d'une colline où la Serbie pointe son nez, j'ai ma maison qui est là-haut dans ce village, j'y ai grandi, mais ma vie aujourd'hui, c'est que je l'ai construit ici, je suis devenu ferrailleur, je gagne ma vie, ma femme gagne sa vie, nous pourrions rester ici, nous avons la capacité d'être totalement autonomes, mais vous me demandez de retourner et construire une maison qui ne m'habite plus, elle habite la maison de mes morts, puisqu'aujourd'hui, cet homme vient de perdre son papa quelques jours en arrière, et les images de cette maison, moi je les ai vues, c'était le jour de l'enterrement, où on a ramené le corps de son papa dans le lieu d'origine. Alors, c'est vrai que face à ces choses-là, je ne peux être que demandeur, encore une fois, de participer fortement à ce qui se passe au niveau politique ici à Lausanne, d'essayer d'éviter que ces gens rentrent chez eux, parce que chaque histoire mérite d'être étudiée, réfléchie, comment véritablement faire un travail et à la fois éventuellement d'aide pour le retour, mais un vrai travail, pas des espèces de bigoudis qu'on met devant les gens en disant on va te réhabiliter avec des choses qui n'existent pas. Et d'autre part, pour les personnes qui ne peuvent pas partir parce que ça réveille évidemment toutes les violences vécues, et ces violences elles ne sont pas moindres. Alors je vous dis ça parce que moi je me trouve dans l'embarras de continuer de travailler
dans ce genre de travail parce que j'ai l'impression que je participe au fond ce qui a fait les exactions du monde. Quand lui dit ça, il dit qu'aujourd'hui je me suis retrouvé devant des gens qui sont comme les Serbes que j'ai rencontrés en Bosnie, c'est-à-dire qu'ils sont des gens qui veulent nous détruire et qui veulent nous faire disparaître. Écoute, en t'écoutant, je pose une question à la pensée. En voyant l'exposition tout à l'heure, lorsqu'on parle de l'esprit, effectivement, on peut penser que c'est quelque chose qui nous transcende. Mais j'ai eu de la créativité aussi. Je me suis dit, voilà aussi la sublimation. L'esprit aussi peut donner lieu à la sublimation parce que ça donne lieu à l'inventivité et à la créativité. Merci pour l'exposition. Autre élément. En t'écoutant, je me dis, voilà des survivants qui ne vivent pas. Voilà des survivants qui ne vivent pas. De grâce, faisons en sorte que lorsqu'il y a des survivants, leur corps ne devienne pas comme une sorte de crypte. Je dis bien une sorte de crypte avec des traces et inscriptions qu'il faut plus tard déchiffrer. Faisons en sorte que leur corps soit animé des paroles multiples et possibles, pour que les survivants soient dans la vie et dans la recherche, plutôt que dans une quête de l'impossible. Ne faisons pas du corps du survivant une forme de crypte. Voilà ce que je veux dire. Merci.